C'est l'heure du sonneur. Et en sonneur, je suis très heureuse de recevoir une collègue, une fondatrice du journal suisse L'Impertinent. Bonjour Amel Debay. Bonjour Clémence. Et merci Pour votre beaucoup invitation. d'être avec nous ce matin. Nous vous avions déjà donné la parole et c'est important justement entre journalistes, entre confrères, consoeurs, de se donner la parole. Et vous nous aviez promis justement une très grande interview de Jay Bhattacharya, donc le directeur du NIH, je vais le dire en français. Et vous l'avez eu, ça y est, vous l'avez présenté cette interview que j'ai pu lire. Une interview très intéressante, on va y revenir dans quelques instants, mais peut-être si vous pouvez représenter votre média avant. Oui, tout à fait. Donc, L'Impertinent est un média indépendant qui a été créé pendant le Covid, au moment où nos confrères ne faisaient plus vraiment leur travail. C'est un média qui dépend exclusivement de ses abonnés pour survivre. Donc, c'est pour ça que les articles ne sont pas gratuits. Mais ils sont à un tarif, ils peuvent être acquis à l'unité, puis ils sont à un tarif quand même assez raisonnable. Mais c'est un média donc qui traite des sujets qui sont un peu délaissés par la presse mainstream, avec un angle plutôt impertinent, on va dire. Oui, D'où son nom. c'est c'est le cas de le dire, en effet. Et peut-être rappeler aussi que vous venez de la presse, de cette presse qu'on appelle mainstream, Première, la télé, Vice, 20 minutes. Qu'est-ce qui a fait que justement vous avez décidé de quitter cette presse ? C'est simplement pendant le Covid, en fait, il n'y avait plus de possibilité de faire un journalisme, un Honnête ? journalisme tout court, j'ai envie de dire. Mm. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que la presse indépendante, enfin, que de créer son propre média, c'était la seule alternative. D'ailleurs, j'ai le sentiment que c'est toujours le cas. Je veux dire, en Suisse, on a beaucoup euh, de, de médias qui sont en train de fermer gentiment. Les autres sont soumis à des pressions quand même de leur rédaction assez importantes, notamment à cause du fait que le média appartient à des actionnaires, à des grands groupes de presse qui estiment qu'ils doivent être rentables. Et puis surtout qu'ils doivent répondre aux désirs des actionnaires et des publicitaires. Donc il y a Ouais. certains sujets qui ne sont pas traités. Ouais. Alors Je vous, trouve absolument scandaleux. c'est tout l'inverse. Vous êtes emparé notamment de cette question sanitaire pendant la crise Covid. Et vous aviez déjà eu le docteur Jay Bhattacharya. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache qui il est. Aujourd'hui, il est président en effet du NIH. Vous allez aussi nous expliquer ce que c'est pour que tout le monde comprenne bien aux États-Unis. Mais vous l'aviez déjà rencontré, vous avez déjà eu une discussion avec lui. Dans quel contexte justement ? Dans le contexte du Covid, parce que c'est Jay Bhattacharya, donc c'est un professeur, il était professeur à Stanford pendant le Covid, donc professeur d'économie de la santé, professeur de médecine aussi. Il a fait plusieurs recherches sur l'économie des soins et il avait écrit au tout début de la crise Covid en 2020 la déclaration de Great Barrington avec le biostatisticien Martin Kulldorff et Sinetra Gupta de Oxford et Martin Kulldorff de Harvard, qui en fait prônait une approche sans confinement donc de la pandémie, s'occuper des personnes fragiles, mais laisser les autres vivre normalement, on va dire, Oui. et puis se baser sur l'immunité acquise. Et il avait été mis au banc de la société scientifique, on peut dire, comme beaucoup d'entre nous, à chacun de nos niveaux, pendant cette pandémie. Et puis, il avait été traité notamment de scientifique de marge, enfin marginal, alors Mm. que en fait, c'est quelqu'un qui a quand même énormément de publications scientifiques et donc qui était professeur à Stanford et qui a été choisi, qui a été désigné donc par Robert Kennedy pour devenir directeur des NIH. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est désormais avant même qu'on aille dans le fond de son interview ? Oui, tout à fait. Donc, c'est les National Institute of Health qui gèrent 27 centres de recherche dans la biomédicale, dans le domaine biomédical, on va dire. C'est eux qui sont chargés de faire des recherches pour, on va dire, faire progresser la santé et la longévité de la population américaine. D'accord. Alors justement, vous lui posez franchement toutes les questions qui peuvent un peu fâcher. D'ailleurs, aussi celles qui n'iraient pas forcément dans le sens de l'équipe Trump, des équipes qui ont été, entre guillemets, dégagées à l'arrivée de l'équipe Trump, évidemment de l'implication d'une NIH dans le gain de fonction et la fuite du Covid du laboratoire. Vous lui posez toutes les questions. Alors qu'avez-vous appris finalement à travers cet entretien ?
Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que cet entretien, enfin moi, ce que j'ai constaté en ayant interviewé Jay donc plusieurs fois, là c'était la troisième fois, il faut savoir que pardon, l'entretien s'est déroulé en présence de la personne qui gère la communication du NIH. Donc j'ai bien senti, si vous voulez, la Un différence petit entre frein, oui, oui, sa parole libre des interviews qu'on pouvait avoir avant. auparavant, et puis cette parole qu'on a eue dans le cadre de cette interview avec la personne en charge de la com qui surveille la conversation, en Oui, fait. oui. C'est vrai qu'on sent un tout petit peu, en tout cas nous, on n'a pas l'image, hein, mais on voit tout de même dans le texte qu'il il est un peu sur le frein, hein, il fait très attention à ses mots. Malgré tout, il y a des Mm. messages qui passent. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui est pour vous le plus important de cette interview de Jay Bhattacharya? Bon, alors moi, je pense que le plus important, c'est de savoir que le prix des médicaments vont certainement augmenter. Oui, ça Ça, c'est pour, ça... ça c'est pas pour eux, hein, c'est pour nous. C'est-à-dire qu'en Oui, fait, c'est vous ça. tirez C'est les parce qu'en fait, conséquences. Il y a un décret qui a été pris par Donald Trump, enfin par l'équipe Trump en absolument. tout cas, qui demande que, alors c'est très intéressant pour eux pour le coup, parce qu'ils avaient un prix des médicaments qui était très très fort aux États-Unis, et lui demande que, que chaque médicament, le prix s'aligne sur le prix le plus bas des pays occidentalisés, si j'ai bien compris, occidentaux. Et, C'est ça. euh, et donc pour eux, c'est vraiment une révolution, parce que pour le coup, c'est un accès à la santé beaucoup plus simple. Et vous, vous en déduisez, et en effet, il ne nie pas votre déduction, que ça voudrait dire, bah oui, mais dans ce cas-là, qui va porter le prix de ces médicaments moins chers aux États-Unis? C'est peut-être les autres pays qui vont devoir, il y aura peut-être un effet de compensation. C'est ça, oui, parce qu'en fait, il explique que les industries pharmaceutiques justifient le prix des médicaments aux États-Unis par les recherches Oui, que ces médicaments demandent. Et il estime que c'est pas uniquement aux États-Unis de porter ce fardeau de on la peut comprendre. recherche, Oui. euh, ce qui est compréhensible dans un sens, effectivement. Après, je sais pas du tout comment ça se passe dans les détails, mais il avait l'air de dire effectivement que c'était bien possible que le prix des médicaments augmente ailleurs. Oui. Après, on a, enfin, à voir Et comment ça, notamment en Europe, hein, c'est ce que vous en concluez. voilà, dans les pays développés, en fait, en Occident, disons. Hmm. Alors, vous posez aussi la question, et j'ai trouvé intéressante, concernant le sort, enfin le comportement des universités, d'abord pendant la crise Covid, et encore aujourd'hui, finalement, ont-elles évolué? Que faut-il changer? Et là, il a une réflexion très intéressante sur les universités qui dépasse largement la question sanitaire, finalement. Mais le rôle d'une université, c'est celui d'un débat où toute parole devrait être autorisée. Et on revient sur, finalement, le sens de l'université. J'ai envie de dire presque antique, mais peut-être pas, mais au moins du Moyen Âge, où on avait des disputations et on avait ces échanges comme ça d'idées, et l'université servait à ça. Et il plaide vraiment pour un retour à cette université en dénonçant de grosses dérives. Oui, tout à fait. Il explique qu'on avait des craintes que les universités parmi les plus prestigieuses, donc qui font partie de l'Ivy League américaine, à savoir Harvard, Stanford, enfin toutes ces universités-là, soient devenues des monocultures où les idées dissidentes n'étaient pas les bienvenues. Donc on a un peu cette même... Enfin, on a pu le voir dans le cadre du conflit à Gaza, avec les étudiants qui se rebiffent. Il y a en Suisse, notamment, on a des étudiants qui font des manifestations sur le climat. Je pense que ça doit être pareil chez vous en France. Il me semble avoir entendu que la Sorbonne et puis pardon, pas mal d'universités sont aussi réputées pour ne plus finalement laisser la parole au discours, ne plus être un endroit d'échange, mais Mmh. un endroit finalement de militantisme. Ouais. C'est un peu ce que déplore Jay, parce que lui, il l'a vécu en fait pendant le Covid, il l'a vécu en première ligne, hein. Oui, oui. Et puis, vous parliez du sort d'un autre professeur qui avait été renvoyé de Harvard et qui, a priori, ne récupérera pas son poste. Donc, malgré tout, les choses ne reviennent pas tout à fait, entre guillemets, à la normale. Vous avez posé une autre question qui m'intéresse vraiment, que je voudrais qu'on aborde avant de changer de sujet. Vous dites, j'ai bien compris que l'objectif MAA, hein, Make America Healthy Again, donc porté par l'équipe Kennedy derrière Donald Trump, est de prévenir les maladies plutôt que de guérir. Finalement, la santé, plutôt se concentrer sur la santé plutôt que sur la maladie. Euh, vous dites attention, cela pose un problème, celui de, de l'industrie et des laboratoires qui, eux, sont bien contents de gagner des milliards de dollars derrière
que finalement la maladie est un business juteux. Donc comment faire pour que ces laboratoires ne fassent pas tout capoter? Comment faire pour lutter contre ces lobbies pharmaceutiques? C'est la question que vous posez. Quelle est la réponse qu'il apporte? Est-ce qu'il est Alors, rassurant je sur trouve ce sujet? pardon, je trouve qu'il reste un peu en surface, hein. On est un peu, pour moi, plus dans la représentation que dans l'explication réelle. Il explique en fait que plutôt que d'avoir un système de santé dédié à la prise en charge des patients, il faudrait que ce soit un système de santé qui, avec des politiques qui s'attaquent, par exemple, à la malbouffe, à tous les problèmes de santé qu'on connaît aux États-Unis. Mais puis il dit qu'il voit pas pourquoi ce serait mauvais pour les affaires, mais je me demande Oui, encore comment il va pouvoir faire ça parce que euh, alors c'est lui l'économiste de la santé, hein, je me permettrai pas de dire que je maîtrise mieux que lui toute cette histoire, mais il me semble un peu difficile de. Enfin, il veut vraiment révolutionner un système qui fonctionne depuis des décennies comme ça. Euh, Si les gens sont en meilleure santé, le business s'effondre. Donc, ce qu'il veut faire, lui, c'est refaire un autre business de la santé, justement. Mais pour moi, il sera jamais aussi exploitable financièrement. ah oui, c'est vrai qu'on se pose cette question et bon là, ouais, je suis d'accord avec vous, la réponse n'était pas forcément tout à fait la réponse attendue, mais on comprend mieux du fait que vous nous expliquiez qu'il y avait un responsable de la communication à ses côtés. Et enfin, question très très importante, celle de l'implication du NIH, vous en parliez, dans le gain de fonction et donc cette fuite du Covid du fameux laboratoire de Wuhan. Quelles erreurs ont été commises? Vous posez cette question en fait, finalement, en filigrane, quelles erreurs américaines ont été commises? Et alors, quelles sont les réponses? Alors, le NIH a participé à financer les recherches dangereuses sur ce gain de fonction qui avait lieu dans le laboratoire de Wuhan. Oui, Euh, D'ailleurs, lui, enfin, pour ça, il est assez clair, hein. Je veux dire, il dit dans le texte, enfin, durant l'interview, il l'a dit. Je suis désolée de le dire, mais le NIH a aussi participé à ses recherches, à oui. financer ses recherches. Ça, c'est déjà, Donc, pardon, mais c'est selon déjà lui, important de le rappeler. On a tendance à dire laboratoire de Wuhan, c'est pas chez nous, etc. Non, non. Donc, les Américains, d'ailleurs, comme les Français, ont participé à l'élaboration de ce projet à Wuhan. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on comprend bien que ce sont alors que c'était tout à fait le gain de fonction, tout à fait interdit sur le sol américain, on va le faire en gros dans un pays étranger. Ça permet de pouvoir dépasser les lois. disons que, en fait, les règles de sécurité n'étaient pas du tout à la hauteur. Et puis, lui, ce qui note comme problème aussi, c'est que les scientifiques, c'était eux qui décidaient, en gros, des recherches qu'ils pouvaient faire. Mais lui, il plaide pour un retour au traitement des tests nucléaires, par exemple, où le monde a décidé, en fait, en un commun accord, que ces tests ne seront plus réalisés parce qu'ils posent un problème beaucoup trop important pour la population. Il Oui. estime que les recherches sur le gain de fonction, qui incluent des maladies transmissibles, des agents pathogènes qui infectent des chauves-souris notamment, qu'on essaye quand même de rendre plus puissants et transmissibles pour l'homme. Donc, ce qui s'est passé avec le Covid, manifestement, il estime que ces recherches-là doivent tomber dans les mêmes, sous le même principe que ces Oui, tests c'est nucléaires. ça. C'est-à-dire interdiction généralisée, que tout le monde prenne conscience du danger de ce genre d'études et de recherches. Bon, là, franchement, je trouve ça un peu naïf aussi. Est-ce que les Japonais, est-ce que les Chinois vont vouloir vraiment? Et d'ailleurs, on voit bien que les Américains, sous couvert de bonne couverture et de dire on le fait plus, hein, on n'y touche plus, ils le font, mais à l'étranger. Bon, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces bonnes intentions? C'est toutes les questions qui vont rester posées. Merci beaucoup, Amel Debé. Je rappelle, donc fondatrice de l'Impertinence, c'est un média suisse, mais donc francophone, que vous pouvez tous retrouver ici. Et c'est important justement de se donner des coups de pouce, de se parler entre nous, entre médias résistants, comme on dit finalement. Et évidemment, la Merci beaucoup, résistance Clément. existe en Suisse. Est-ce que vous voulez donner peut-être le site de l'Impertinent? On Oui, peut donc c'est retrouver. www.l'impertinentmedia.com et l'interview est accessible à un prix réduit, c'est à 2 euros pour toute l'interview qui fait quand même 18 pages. Donc, Et c'est incroyable quand même que vous l'ayez eu. Ça reste quand même une énorme victoire parce que c'est vraiment aujourd'hui une star, on peut le dire. Hein. Donc c'est très très difficile. Mais j'imagine que c'était du fait de vos relations et de vos échanges passés
Comme quoi, Bien sûr. évidemment, c'est important aussi d'être là dès le début dans ce genre de sujet-là. Merci encore à Mel Debay, fondatrice de l'Impertinent, média suisse, Merci à vous vous. l'avez compris, qui lutte contre les médias, pas contre, mais en tout cas qui propose des sujets que les médias mainstream ne proposent pas. Et tout de suite, on va parler Chers amis, de... on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.